Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous allons aborder quelques sujets d'actualité. On va commencer par la motion de défiance qui est initiée contre le VPM en charge de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. On parlera également du deuxième conclave de Sauvons la RDC dirigé par Joseph Kabila. Les résolutions ont été rendues publiques. Quelles leçons tirer de cela? On va également parler d'un nouveau round entre le gouvernement et l'AFCM 23 à Genève, en Suisse, pour la reprise des pourparlers. La problématique du changement ou de la révision constitutionnelle est toujours également de mise et d'actualité. Accueil de migrants également, on ne va pas oublier ce sujet, va également être ajouté au menu. Monsieur Manix Yenda, c'est notre invité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Manix Yenda, acteur politique, analyse des questions d'actualité. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. D'entrée des jeux, on commence par la sécurité de la ville de Kinshasa et même de beaucoup de villes à travers le pays. Il y a un député qui a fait le constat selon lequel les grandes villes sont devenues de plus en plus insécurisées et l'auteur principal de cette situation, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'avère être incompétent, donc il faut qu'il puisse tomber. Quel est votre regard par rapport à cette initiative? Je pense que le Parlement est dans son rôle régalien de contrôler de manière permanente l'exécutif national. Ça relève de la responsabilité des députés nationaux. Et à chaque fois que les ministres feraient l'objet d'un contrôle beaucoup plus sévère, il est fort possible que les parlementaires lèvent l'option d'utiliser la sanction parlementaire qu'on appelle la motion de défiance pour le cas d'un membre du gouvernement, mais aussi si c'est une décision qui touche la collégialité du gouvernement, c'est alors qu'on va utiliser la motion de censure. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la sécurité de la ville-province de Kinshasa, ce n'est plus une histoire à raconter, c'est un vécu, c'est une réalité que nous vivons tout le jour. Et la recrudescence de l'insécurité bat le plein, ça fait un temps. Il y a un moment donné, on parlait même de kidnapping à répétition. Il y a certains auteurs ont été transmis au niveau de la justice. On ne sait même pas la suite. Pourtant, on regarde d'autres qui pavanent sur les réseaux sociaux en train de faire leurs exhibitions alors qu'ils étaient arrêtés, alors qu'ils étaient sous le viseur de la justice, alors qu'ils ont été jugés. Et quelque temps après, les mêmes phénomènes se ressurgissent sur la capitale et aujourd'hui avec une proportion beaucoup plus inquiétante parce qu'aujourd'hui les criminels opèrent en pleine journée, à 9 heures, à 10 heures, à midi avec des armes aux yeux et au su de tout le monde. Et l'État qui agit par la police, les services de l'État restent inactifs pour endiguer cette problématique de l'insécurité qui infeste et qui dérange même la quiétude de la population congolaise. Et donc, ça devient quand même préoccupant pour une capitale qui a une forte démographie. Il est impérieux d'assurer la protection des citoyens ainsi que de leurs biens. Mais il faut de politiques idoines, il faut un modèle de gouvernance clair proposé par ceux qui gèrent le secteur de la sécurité. Les ministres de l'Intérieur a toute la responsabilité d'activer la machine pour que la sécurité soit à la portée de la population congolaise. Et donc, à défaut de quoi, je crois qu'il doit assumer cette sanction politique venant des députés nationaux, parce que ça va de la vie et de la sûreté de la population quinoise. On peut dire que c'est une décision, c'est une initiative qui est justifiée au regard Mais bien sûr de la que oui, situation que mais bien nous sûr vivons. que oui. Parce que l'incapacité du ministre de l'Intérieur, l'incapacité de protéger la population, avant même que la motion n'intervienne,
il pourra lui-même, des gré, démissionner parce qu'il est incapable de protéger sa population. Il est incapable de mettre en place des politiques et des stratégies efficaces pour asseoir sa gouvernance et obtenir des résultats escomptés. Alors, du moment où il est incapable, à quoi ça sert d'avoir un ministre qui n'arrive pas à accomplir convenablement sa tâche? Et donc, il pourra peut-être démissionner avant d'être ridiculisé par le filtrage ou le checking parlementaire. Là, ça serait encore beaucoup plus humiliant pour lui. Alors, M. Manick Sienda, beaucoup voient également l'incapacité du ministre de la Justice à pouvoir bien gérer son département de la justice. On apprend que déjà, depuis que le Constant Moutamba est parti, beaucoup de réformes qui étaient initiées sont aujourd'hui un peu comme jetées à la poubelle. On suit des différentes revendications des mouvements citoyens, de certains acteurs politiques. Quel est votre regard? Comment portez-vous le regard du nouveau ministre de la Justice depuis le départ de Constant Moutamba? Non, mais moi, je pense que ma position, elle est connue de tous. Les ministres de la Justice actuels planent un vide qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande vision, surtout pas de l'abnégation pour relever le plus grand défi dans son secteur. Il suffit de le regarder dès l'entame de sa prise de pouvoir. Il a plus concentré son pouvoir à éradiquer le système Moutamba qui a été installé. Il a décomposé pratiquement toute la politique en termes des réformes laissées par Moutamba. Il a décomposé les systèmes de gestion laissés par Moutamba, alors que les agents du ministère de la Justice étaient très bien d'accord sur la lancée que Moutamba avait déjà commencé. Et donc, on a tous compris que le combat de Nguefa, c'est celui non seulement de créer une rupture avec le système Moutamba, mais aussi d'effacer l'ombre de Moutamba qui continue de planer dans ces ministères. Vous avez vu cette réforme autour de permis des cultes. Vous savez, aujourd'hui, le domaine de l'Église, c'est un des domaines qui crée les désordres à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et Moutamba est venu, il a voulu réglementer les choses, il a voulu mettre de l'ordre. Et lui, le ministre, quand il vient après, il dit, pas question, il faut mettre ça de côté. Et donc, aujourd'hui, les ministres focus sur Moutamba en lieu et place de mettre ses propres politiques, ses propres stratégies, ses propres solutions pour endiguer aux différents problèmes qui dérangent les secteurs. Les ministres de la Justice donnent l'impression d'être en commodité parfaite avec le parquet, avec l'idée simplement de vouloir établir une très grande différence d'approche avec son prédécesseur. C'est cela en fait son problème. Il n'est pas courageux, il n'est pas engagé, il n'est pas déterminé, il n'a pas une vision claire. Et donc aujourd'hui, je suis convaincu que même le président de la République n'est pas fier de M. Guillaume Nguefa. Je suis fortement convaincu que même la première ministre Judith Souminois n'est pas content de la politique de Guillaume Nguefa. Et donc aujourd'hui, vous avez les conséquences sur le terrain. Il y a la recrudescence de l'incriminalité. Et voilà, le problème est là, alors qu'il y a des autorités habilitées qui ont la fonction et les pouvoirs investis, qui n'arrivent pas malheureusement à proposer des solutions. Vous pensez qu'il y a aussi un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité? On peut aussi incriminer le ministre de Non, la mais Justice. le ministère de la Justice a toujours été en harmonie avec le ministère de l'Intérieur. Parce que le gens que vous traquez, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur avec la police comme un organe de répression. Après avoir traqué les criminels, il faudrait que ces criminels soient jugés. Ça, c'est la dimension des responsabilités du ministère de la Justice. Et vous avez vu à l'époque de Constant Moutamba, on sentait quand même une très bonne collaboration entre le ministère de la Justice et les ministères de l'Intérieur. Les ministères de l'Intérieur avaient impulsé cette campagne qu'il a appelée
Ndobo. Ndobo. Alors que de l'autre côté, le ministère de la Justice avait aussi lancé une autre campagne, coup de poing. Coup de poing. C'était dans le sens de corser les mesures de répression contre les criminels. On accuse aussi Constant Moutamba d'avoir libéré les bandits de grands chemins, des prisons. Non, ça c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Moutamba a fait un état de lieu du secteur. Il a déniché les vrais problèmes du secteur. Et il a proposé une thérapie de choc. Vous ne pouvez pas arrêter les gens dans des conditions infrahumaines, dans des conditions inhumaines. Pourtant, l'article 16 de notre Constitution consacre le principe de la sacralité de la vie humaine. Vous avez vu les images. Il y avait des prisonniers qui avaient des blessures datant des années et des années sans être traités. C'était quand même atroce. C'est mécréant, c'est inhumain. Il y avait des gens qui étaient pratiquement mourants. Pour avoir fait quoi? Peut-être parce qu'ils se sont battus dans un quartier ou parce qu'il avait un problème avec un dignitaire de la place. Et puis après, il a été arrêté, 20 ans de prison, 15 ans de prison, 10 ans de prison, sans être jugé. C'est cela le problème. Et Moutamba a voulu recadrer les choses en mettant de l'ordre dans les secteurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il avait même insisté sur la question de la capacité d'accueil de la prison centrale de Kinshasa, qui a été construite pour abriter, à la limite, 1500 prisonniers. Mais aujourd'hui, on a dépassé le cap de 15 000 prisonniers. Quoi de plus normal qu'il y ait promiscuité? Quoi de plus normal et qu'il y ait des tentatives à répétition comment on appelle ça, de l'évasion, et quoi de plus normal qu'il y ait autant de problèmes au sein de la prison centrale de Makala. D'où la nécessité de créer d'autres prisons, mais malheureusement, c'est lui qui a voulu amener des réformes intéressantes, a été éjecté de sa responsabilité, et aujourd'hui Moutamba est sous la sanction de la justice. Mais entre-temps, c'est lui qui l'a remplacé, ne fait absolument rien. Aujourd'hui matin d'ailleurs, je me disais, entre un populiste compétent et un technocrate incompétent, je pense que le choix est très clair. Monsieur Manikienda, ce débat relance également l'efficacité du gouvernement soumis dans son ensemble. Depuis que Madame est là, ça va faire 2 ans et demi déjà qu'elle est là. De façon globale, le gouvernement soumis, vous le trouvez meilleur, moyen ou faible? En deçà du standard moyen. C'est un gouvernement faible. En termes de pourcentage, je peux l'évaluer en termes de 10 ou 15%. C'est un gouvernement très faible. Preuve, vous avez le résultat sur le terrain. Comment on peut évaluer le ministre de l'Intérieur? Comment on peut lui accorder une cote aussi positive du moment où nous sommes témoins de l'insécurité qui sévit dans la capitale? Comment on peut donner une cote favorable au ministre de l'économie alors que lorsque nous regardons la température socio-économique du pays, il y a de quoi à dire là-dessus. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un sérieux problème. Malgré le budget qui a quand même été... Voilà, non, le budget, ce n'est qu'une... Une prévision? Ce n'est qu'une prévision. Le budget n'a rien à voir avec la réalité financière. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand on n'a pas atteint les assignations, à chaque fois quand on ne correspond pas les réalités au budget prévu, on recourt toujours à la méthode de gestion sur base caisse. C'est vrai, on a projecté avoir un budget de 20 milliards, mais après, qu'est-ce que nous avons réellement comme l'argent dans les trésors publics congolais? Et donc c'est aussi ça le problème, parce que vous ne pouvez pas parler d'un budget de 20 milliards ou d'un budget de 18 milliards aussi longtemps qu'à chaque fois quand vous prêtez auprès des partenaires étrangers un montant de 1 milliard, ça devient... Non, en fait, moi je crois qu'il y a un problème. Il faut que le politique essaye d'être beaucoup plus conscient aux problèmes de la population et s'engager de manière active pour apporter des solutions. Nous avons besoin de gens épris d'un amour patriotique
Nous avons besoin de gens courageux. Il faut de l'audace. Il ne suffit pas de faire les études de l'économie pour devenir ministre de l'économie. Il ne suffit pas d'être cadre d'un parti politique pour assumer une responsabilité au sein du gouvernement. Il faut du courage. Donc le chef, vous êtes en train d'échouer. C'est à vous de le dire. Le constat est réel. Puisque le gouvernement échoue, le gouvernement qui pilote sa politique du... Non, mais le constat est réel. Peut-être que ça va choquer certains si on utilise votre phrase, l'échec du président de la République. Mais après, lorsqu'on va évaluer chaque ministre au sein du gouvernement, et même lorsqu'on va évaluer le gouvernement dans son ensemble, on va se rendre compte qu'il y a un échec patent. Donc d'où la solution aujourd'hui, c'est de quelque part aussi de remanier certaines personnes. Non, mais C'est non, ça. la solution, ce n'est même pas des remaniés. On a fait combien de remaniements dans ce pays? On a changé combien de gouvernements dans ce pays? La solution, c'est de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des Congolais qui peuvent vraiment... parce qu'on a changé, vous l'avez dit plusieurs Non, fois. mais moi, j'ai toujours dit les Congolais de qualité sont en dehors de la sphère politique. Ah bon? Non, mais ceux qui sont dans les circuits politiques, à la limite, ce sont de... En fait, c'est de la racaille, c'est des gens qui n'ont pas la qualité. Parce que cette machine qu'on appelle parti politique ne produit pas de Congolais de qualité. La machine politique nous produit les vrais ratés de la société qui malheureusement tiennent le bâton de commandement de la République. Je ne voudrais pas citer les noms de tout un chacun, mais en tout cas, je suis très désolé. Je suis très désolé. Malheureusement, le Et quand président même- nous a dit Ouais. que Madame la ministre de la Jeunesse a réussi au test. Je ne sais pas s'il s'agissait de quel test, mais après, sur terrain. Voilà. Quand on dit que Madame la ministre de la Jeunesse ne fout absolument rien, ça devient un acharnement, c'est comme si on est contre elle. Bah écoute, elle a été pasteur, elle a été chrétienne, elle a été je ne sais pas qui, je n'ai jamais parlé d'elle. Si on parle d'elle, c'est parce qu'elle détient la chose de tous. Elle détient la responsabilité publique. Et pour ça, nous devons être sévères vis-à-vis d'elle. Maintenant, qu'est-ce que nous allons insérer dans le mandat, dans l'actif de cette dame en tant que ministre de la Jeunesse? Le culte qu'il a organisé en invitant le président de la République et la première ministre, c'est ça son bilan. Bah, écoute, si on dit ça, et vous allez voir, il y a des gens qui vont dire si tu cherches du travail, allez demander du travail. Vous voyez que même certains Congolais sont tellement, sont tellement figés, sont tellement malléables que donc aujourd'hui c'est quand même déplorable. Hein, c'est vraiment déplorable. Il y a quand même un peu des ministres qui se démarquent. Quelques-uns, mais dans la globalité, la cote elle est très 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 négative. La cote, elle est très, très négative. Monsieur Manik Sienda, prenons la problématique, d'abord le débat sur cette décision du gouvernement. On a appris à travers un communiqué que le gouvernement allait recevoir aujourd'hui des migrants qui viennent expulsés des États-Unis d'Amérique. Votre regard par rapport à cette décision? Ça relève d'une relation diplomatique entre les deux États. C'est une relation bilatérale. Ça fait partie de coopération diplomatique que la RDC pourra faire avec n'importe quel pays. Et pour le cas des immigrants, nous l'avons fait avec les États-Unis. Et surtout que nous avons des relations qui sont jusque-là au beau fixe avec les États-Unis. Et je pense que si les États-Unis essayent de demander un tel service à la RDC, quoi de plus normal que nous soyons un État flexible pour faciliter aux États-Unis d'évacuer des sujets qui étaient hors la loi sur son territoire afin de les canaliser dans leurs pays respectifs. Et donc aujourd'hui, la RDC se positionne comme un pays d'accueil, un pays de transit qui va jouer son rôle de canaliser les immigrants dans leur pays bien indiqué. Il y a un chercheur en droit constitutionnel qui a également opiné là-dessus, qui dit il fallait qu'on respecte l'article 24 de la Constitution, c'est-à-dire passer d'abord par le Parlement. Le Parlement vote une loi, d'abord après les débats, on vote une loi, et ensuite
qu'on puisse maintenant voir dans quelle mesure on peut appliquer cette loi à travers cet accueil. Il faut dire à ces constitutionnalistes qu'il y a un distinguo entre un traité international et un accord international. C'est vrai, les deux sont des accords écrits, Oui. revêtant un caractère contraignant, mais seulement le traité et cet accord qui doit être impérativement être ratifié par effectivement la procédure parlementaire, parce que lorsque un traité est ratifié, le traité subit toutes les démarches législatives comme si c'était le cas pour une loi soit organique ou ordinaire. C'est-à-dire il y aura une phase de débat pour apprécier l'intérêt de pouvoir ratifier un tel traité, et après le débat, ce serait l'adoption, et après l'adoption, ce serait la promulgation, mais aussi après, ce serait la publicité dans le journal officiel. C'est cela les étapes législatives requises pour la ratification d'un traité. Mais un accord peut passer par des décisions politiques prises par ceux qui détiennent le bâton de commandement. En commençant par le président de la République qui valide le Premier ministre et même les ministres des Affaires étrangères, sous l'impulsion, bien entendu, du président de la République. Donc, un accord international ne peut ou ne pas être soumis à l'appréciation du Parlement parce que l'accord n'est pas à confondre avec un traité international. Merci bien, mais vous ne voyez pas d'un mauvais œil cette décision-là du gouvernement. Dès qu'ils ont comparé cela avec la situation de 1994, on a accepté beaucoup de Rwandais. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de raccourcis dans cette histoire. Les gens veulent finalement tout critiquer, même là où il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication et Médias avait précisé là-dessus en disant que la RDC ne va pas dépenser de l'argent. Tout ce qui est besoin matériel et logistique relève de la responsabilité du pays de destination, c'est-à-dire les États-Unis. Nous, on va recevoir, abriter, et puis après, les gens vont partir dans leur pays respectif. Et puis, le contact avec le pays, ce n'est pas forcément la RDC qui organise, c'est aussi les États-Unis, mais aussi la RDC comme pays d'accueil pour permettre que le transit se passe dans de bonnes conditions. Bon, si peut-être que nous n'avons pas d'espace pour abriter ces gens-là, ce serait peut-être ça le problème. Mais je pense qu'ils ont choisi le site. C'est à Maluku pratiquement. Et à Maluku, il y a encore de l'espace pour accueillir... Barnabé Mélingagnon a posé la question de savoir si parmi ces migrants, il y a des Tutsis, il y a notamment certains Rwandais qui sont là. Est-ce qu'on va accepter on va... Encore une fois, ça c'est un faux débat. Parce que, vous savez, il faut bien dire les choses. Est-ce que le gouvernement congolais a un problème avec le peuple rwandais? Est-ce que le gouvernement congolais a un problème avec les Hutus tout comme les Tutsis? Non. Le gouvernement congolais a un problème avec les gouvernements rwandais. Ça n'a rien à voir avec le sujet rwandais. Le sujet rwandais qui, du reste, bénéficie d'une protection humanitaire consacrée dans des instruments juridiques internationaux. C'est des sujets à protéger de la même manière qu'on protège le Congolais à l'extérieur du pays. De la même manière, on doit protéger le Rwanda, ici, au Congo. Vous pensez qu'ici, là, pendant que nous parlons, il n'y a pas de Rwandais sur le sol congolais? Non. Il ne faudrait pas ramener les débats à un niveau de conflit entre le peuple. Le peuple n'a rien à voir. Le peuple rwandais subit les politiques du gouvernement rwandais. Et les exigences humanitaires nous imposent le devoir de protéger ces gens-là pour le mettre à l'abri d'une sécurité. Ils ne seront pas un problème demain? Non, mais pas du tout un problème. Encore que le cas de chaque migrant est traité de manière scrupuleuse. On regarde le profil, on regarde le casier judiciaire, on regarde le parcours, on regarde la réputation sociale dont sont vécus sur le territoire américain. Et le gouvernement congolais, en tant que pays d'accueil, reçoit le rapport
Et on traite, et je pense que nous avons aussi, en tant que pays d'accueil, la responsabilité de dire on veut de tels sujets et on ne veut pas de tel autre sujet. Et donc, je crois que ce cas-là a été sérieusement et minutieusement traité par les services de notre pays. Et donc, du moment où la RDC accepte de recevoir, rassurez-vous que tout a été très, très, très bien traité. D'accord. Monsieur Manik Sidibila, prenons la problématique, prenons le conclave de Genève, plutôt conclave de Sauvons la RDC. Beaucoup de dénonciations, bombardements indiscriminés, des zones fortement peuplées, dérives dictatoriales, mauvaise foi du pouvoir en place, opposition à toute tentative de révision de changement de la Constitution, musellement violent de toute voix discordante et la dégradation continue des conditions de vie sous l'ensemble du territoire national marqué par une croissance de la criminalité. Ben, c'est les discours des opposants, c'est très clair. N'attendez pas un opposant comme Joseph Kabila peindre un tableau totalement blanc en faveur de Tshisekedi. Il ne le fera pas. Et surtout que Kabila aujourd'hui est animé d'une soif non mesurée de reprendre le pouvoir conformément à son deal qu'il a eu à faire avec Tshisekedi, un deal qui n'avait pas été respecté d'après eux. Et pour ça, il veut reprendre son pouvoir par n'importe quelle manière. Mais c'est quoi l'évidence? Quand vous prenez le propos de Joseph Kabila avec tout le point que vous venez d'évoquer et vous regardez la population qui est au cœur de grands enjeux, le véritable détenteur de pouvoir parce que c'est le peuple qui est le souverain. Quelle est la vie du peuple par rapport à ce qu'a dit Joseph Kabila? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un très grand décalage d'approche. Les opposants sont dans un autre registre et le peuple est dans un autre registre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est difficile pour que les opposants traînent le peuple dans la démarche de l'opposition. Aujourd'hui, nous assistons à une opposition illégitime, une opposition qui ne bénéficie pas de l'approbation du peuple. Comme preuve, il n'y a aucun acteur politique majeur de l'opposition qui peut décréter, ne serait-ce qu'une ville morte, et que cela soit obtempéré par le peuple. Aucun. Aucun acteur politique de l'opposition ne peut organiser, ne serait-ce qu'une grande activité de masse et drainer des millions et des millions de Congolais derrière. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le peuple le regarde d'un autre œil. Vous croyez vraiment, lorsque Kabila s'évertue à dire au peuple que le M23 est porteur des aspirations du peuple, vous pensez que le peuple congolais est content de ça? Lorsque Joseph Kabila se positionne aux côtés du M23 et de manière très visible et assumée, pensez-vous que le peuple congolais est content de ça? Lorsque Kagame vous dit que Kabila, à chaque fois pour arriver au Rwanda, pour arriver à Goma, Kabila passe par Kigali, vous pensez que les Congolais sont contents de ça? Lorsque Kagame vous dit que Kabila est associé au mouvement M23 et AFC, pensez-vous que les Congolais sont contents de ça? Et donc aujourd'hui, les Congolais regardent Joseph Kabila comme l'ennemi du Congo. Et c'est comme ça que Kabila serait perdant au bout de compte, parce que entre un frère et un ennemi, je pense que le choix est très clair. Et au-delà de tout, malgré les failles de Tshisekedi, malgré les imperfections de Tshisekedi, face au choix qu'on appelle Joseph Kabila, le peuple risque de choisir le moindre mal. Et le moindre mal, dans le cas sous examen, ce serait Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il y a un aspect particulier. Ils disent musulmans violents de toute voix discordante et le refus de tout dialogue crédible. Quand tu parles de musulmans, il y a quelques cas qui sont cités, les arrestations de certains opposants. On va citer les Chadari, les Minakou, les Paroles Kamizelo, les jeunes Onokomba, les Setikuni qui étaient arrêtés.
ainsi de suite. Est-ce que cela n'est pas quand même un peu authentique? Qu'il est présenté devant son juge naturel quand vous vous arrêtez Ça, c'est ça le principe. 48 heures après, Ça, c'est ça le principe. jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est ça le principe. Est-ce que vous savez que le droit loge sur les subtilités? Le droit loge dans les exceptions. Le principe est celui-là. Mais attention, lorsque vous êtes détenu par les structures spécialisées, Ils ne sont les pas au-dessus de la Constitution. Non, quand mais même. les procédures sont aussi spécialisées, malheureusement. Ils sont pas... Mais la Constitution, c'est la loi mère. Il n'y a aucune loi qui est au-dessus de la Constitution. Non, mais la Constitution ne prévoit pas la question des procédures d'arrestation de quelqu'un. Ça, c'est un apanage de la loi. La procédure civile, la procédure pénale, etc. Ce n'est pas la Constitution qui règle les questions de procédure d'arrestation des individus. La Constitution dégage des principes généraux. C'est aux lois organiques, tout comme ordinaires, de déterminer le contenu. Là, c'est votre ici, domaine. je voudrais tout simplement vous dire Oui. que même FBI n'arrête pas le genre de la même manière que le parquet. Même CIA n'arrête pas les gens de la même manière que le parquet. Même la cellule antiterroriste aux États-Unis n'arrête pas de la même manière. Il y a des méthodes spécialisées. Et donc, lorsque l'on veut vous arrêter par des services spécialisés, n'attend pas qu'on vous envoie, par exemple, une lettre de convocation comme ça se fait au niveau du parquet. Non. L'FBI ne va pas vous envoyer une lettre de convocation. Monsieur, on a besoin de vous, passez au bureau, jour tel, à telle heure, on va vous auditionner. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va vous traquer par des méthodes spécialisées et ça se fait partout ailleurs. J'ai toujours posé une question. Et si on avait arrêté Daniel Safou avant qu'il ne parte à Goma, on allait crier musellement de l'opposition politique. Quand même, ce qui se passe a été décrit sous Kabila, notamment des arrestations. Non mais, enfin, certaines arrestations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez l'affaire de Jacques Ndala? C'est toujours du musellement de l'opposition politique. Pourtant, il venait d'être relâché par la même justice, par le même pouvoir, donc, par la même dictature, le même régime. Nous sommes infiltrés. Et il y a des Congolais qui travaillent pour le compte du Rwanda afin de déstabiliser le pays. Malheureusement, c'est des Congolais qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer même le président de la République, juste pour qu'il reprenne le pouvoir. Ils sont prêts à diviser le Congo, juste pour leurs intérêts. Ils sont prêts à tout casser. Voilà. Et entre-temps, ceux qui gèrent le pays ont la responsabilité d'être vigilants, de regarder chacun dans ses faits et gestes et de contrôler chaque acteur politique pour que les dérives n'affectent pas la sûreté de l'État et protéger le pays comme il se doit. Parce que c'est aussi ça la responsabilité de l'État. Monsieur Manik Silinda, les discussions ont repris à Genève entre l'AFCM 23 et le gouvernement. En Suisse, l'AFC c'est Kabila, comme le dit le gouvernement. Et comme le dit Paul Kagame. On va évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi et Kabila sont en négociation à Genève. Mais en quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Tant que Kabila serait le patron de l'AFCM 23, eh bien, c'est Kabila la locomotive. Parce que le cahier des charges présenté par... Le président disait on ne peut pas négocier avec les personnes qui ont pris les armes. Non, mais la dimension de la négociation a quand même atteint une dimension un peu beaucoup plus élevée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... il y a des États tiers qui interviennent comme des médiateurs, par exemple les États-Unis, vous l'avez évoqué. Oui. Il y a l'Union européenne, enfin l'Union africaine, il y a Luanda, etc. En fait, il y a des États qui interviennent et lorsque les autres États interviennent, je crois que le Congo a tout intérêt de quitter ses extrémités. Ce qui voudrait dire que même si hier nous avions dit on ne peut pas discuter avec ceux qui tiennent les armes, après un temps, je crois que les propos peuvent changer avec l'idée de faciliter les processus de paix
pour obtenir le véritable résultat. Donc, vous ne pouvez pas revenir à tout bout de champ sur le propos du président qui a été contextualisé dans un temps bien précis. Et aujourd'hui, on évolue avec les négociations. Et donc, si c'est pour la paix du Congo, négocier avec ceux qui tiennent les armes serait au profit. Donc, ce n'est pas exclu qu'un jour de voir Kabila, Tshisekedi, Katumbi en politique, autour d'une table. Ce n'est pas exclu. En politique, on ne dit jamais, jamais. Ce n'est pas exclu. Ils peuvent se retrouver autour d'une table. Mais moi, j'aime souvent dire quelque chose. Ezala pona ba opposant, ezala pona ba oya pouvoir. Si vous protestez contre le régime de Tshisekedi, ce qu'il y a pour le peuple, pour ça bien. Si c'est pour le peuple, faites-le bien, négociez bien, parlez bien, faites les choses correctement au profit du peuple. Parce que le peuple a besoin de la paix. Là où la paix ne règne pas, on ne peut pas parler du développement. Pour qu'on parle du développement dans notre pays, nous avons besoin de la paix. Et donc, si Kabila est animé de cet esprit de la paix, si Tshisekedi est animé de cet esprit de la paix, ainsi que les autres, alors accordez aux Congolais une paix définitive. Les ONG des droits de l'homme, certaines ONG disent que nous ne voulons pas voir les gens qui prennent les armes au sein des institutions. Si on doit négocier, oui, mais pas les intégrer au sein des institutions, notamment gouvernement, institutions, notamment Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, parce que cela est une dérive. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Est-ce que c'est possible qu'on puisse aller aux négociations sans que ceux qui ont pris les armes puissent ne pas se retrouver dans les institutions? Non, mais cette réaction-là, elle est légitime. Parce que la grande crainte se situe à un seul niveau. On ne veut pas primer la rébellion. On ne veut pas légitimer la rébellion. Et si on est contraint? Si la rébellion devient un fonds de commerce, alors la rébellion sera un cycle infernal dans notre pays. Ça va commencer à se reproduire chaque période. Tshisekedi va partir, c'est lui qui va le remplacer lorsqu'il viendra et que ceux-là qui ne seront pas d'accord avec son système, ils vont se recroqueviller au fond du pays en tenant les armes, en faisant de la rébellion pour lui renverser. Et ça sera comme ça, un cycle. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter ces cycles, il faut arrêter cette hémorragie de la rébellion. Nous avons opté pour un seul et l'unique schéma pour accéder au pouvoir, c'est la voie des élections. Et non la prise d'armes. Et donc aujourd'hui, c'est cela la crainte. Ces gens-là qui ont pris les armes, ils savent, et ce n'est pas pour rien qu'ils insistent sur le dialogue. Nanga veut le dialogue parce qu'il veut avoir sa part de pouvoir après le partage de butin. Dites-moi un peu, par quelle magie politique, par quelle magie des textes Joseph Kabila peut revenir aux affaires si ce n'est pas par la magie du dialogue ou par la magie de prise d'armes? Parce que dans un contexte normal, Kabila ne peut pas revenir pour avoir épuisé ses deux mandats. C'est très clair. Or, si on opte pour le dialogue, Kabila aura une autre marge de manœuvre parce que le dialogue déroge aux principes constitutionnels établis. Kabila sait que si Tshisekedi organise les élections, même s'il va partir, c'est lui qui deviendra président de la République après Tshisekedi, aura la bénédiction de Félix Tshisekedi, d'où Kabila et sa bande seraient des perdants. Kabila le sait. Voilà pourquoi Kabila insiste sur le dialogue. Parce que c'est dans le dialogue qu'il cherche à limiter les parcelles de pouvoir de Tshisekedi. Pour que ces derniers ne puissent pas bénir celui qui viendra après lui. Parce que la tenue des élections ne tient que sur deux facteurs majeurs. Le facteur financier et les facteurs sécuritaires. C'est lui qui a les finances
et celui qui a le contrôle sécuritaire, c'est celui qui gagne les élections. Or, sur le plan sécuritaire, ils partagent déjà les territoires. Ils prennent une partie, le nord et du sud. Ils tiennent les armes. Ils peuvent continuer avec leur démarche pour occuper les autres parties du territoire. Entre-temps, vous allez organiser les élections dans une autre partie du territoire. Eh bien, vous n'aurez pas le contrôle sur toute l'étendue du territoire national. C'est un problème. Maintenant, dans le dialogue, du côté financier, si on partage le butin, ça veut dire, c'est lui qui sera le ministre de Finances, soit il sera le ministre de Tshisekedi et son adjoint, les ministres de l'AFC M23. Croyez-vous que celui-là, bien que ministre de Finances sous l'obédience de Tshisekedi, pourra manœuvrer en faveur de Tshisekedi? Ça ne sera pas possible. Parce que le vice qui est celui du M23 va bloquer l'opération. Monsieur Manik C'est ça la stratégie. Monsieur Manik Sienda, voilà, le temps passe tellement vite que la technique nous annonce que nous avons épuisé nos minutes. Mais dites-moi, Monsieur Manik Sienda, pour l'opinion qui nous a suivi depuis le début jusqu'à la fin, que voulez-vous que l'opinion retienne de cet entretien? Je voudrais simplement que l'opinion retienne que le pays est en train de traverser une période très cruciale. Cette période, c'est une période déterminante pour l'avenir de notre pays. Si on ne redresse pas les choses aujourd'hui, alors ça sera fini pour le pays. C'est comme ça. Je voudrais que le Congolais essaye de mettre de côté les sentiments politiques, les sentiments divisionnistes et de regarder le pays dans une seule direction. Il faut arrêter l'hémorragie de l'insécurité, obtenir la paix et organiser le pays après. Ne vous précipitez pas de faire partir le président Tshisekedi au moment où nous avons besoin de la paix aujourd'hui. Donc moi je pense que le président Tshisekedi, avec la dynamique déjà engagée sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, je pense qu'il faut maintenir cette dynamique jusqu'à ce qu'on va retrouver la paix. Et après avoir obtenu la paix, nous allons organiser le pays de la plus bonne manière possible pour que le Congo et les Congolais soient debout, comme on l'a dit dans notre hymne national. Donc, restons vigilants, soyons aux côtés de la patrie, aux côtés des institutions du pays, aux côtés des autorités. Combattons ensemble l'ennemi qui est commun, le Rwanda, M. Paul Kagame avec son gouvernement. Travaillons pour la paix et rien que la paix de Congolais. Merci beaucoup, M. Manik Sienda, qui prêche donc aux Congolais d'être du bon côté de l'histoire. Du bon côté de la patrie. Pas de l'histoire. L'histoire peut être fausse. Merci beaucoup, M. Manik Sienda. Et de la patrie. Allez, ça en est fini. Donc on va s'arrêter donc là. On espère vraiment vivement retrouver M. Manik Sienda chaque semaine, ne fût-ce qu'une fois, afin de pouvoir... Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. On le va retrouver donc la semaine prochaine encore une fois, peut-être le mardi encore. Ça dépendra de la disponibilité, mais c'est déjà un acquis. Chaque semaine, il sera avec nous une fois pour justement décrypter les questions d'actualité. Allez, on va vous quitter. Portez-vous bien et excellente journée à vous.